Dans le contexte de l'impasse persistante dans les relations entre Rabat et Madrid, Mustapha Al-Maroun, chercheur intéressé par l'histoire maroco-espagnole, estime que l'absence de dialogue direct entre les élites des deux royaumes depuis des décennies a entraîné un grand malentendu, dont la plus récente a commencé avec l'accueil du leader du Front Polisario, ce qui a conduit à l'émergence de dossiers bloqués. Dans ce contexte, Express a interviewé un chercheur titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine de l'Université de Grenade en 2000, qui a publié en 2003 aux éditions Almunia de Madrid un livre en espagnol sur la participation des Marocains à la guerre civile espagnole, et un livre en arabe sur l'histoire secrète de la guerre chimique contre la région du Rif et du Jable, 1921-1927. Al-Maroun, qui travaillait auparavant comme chercheur adjoint au Centre d'études espagnoles contemporaines de l'Université de Londres, a exclu l'existence d'un discours espagnol condescendant envers le Maroc, étant donné que le royaume était présent en Espagne pendant 8 siècles, et considérait que l'Espagne reste un pays colonial, avec de faibles capacités dans ce dialogue avec Express. Al-Maroun a expliqué que les questions en suspens entre Madrid et Rabat sont multiples, dont certaines sont liées au droit international, certaines ont à voir avec l'Union européenne, et certaines ont un caractère bilatéral, comme le dossier des frontières marocaines occupées et le dossier du Sahara marocain. Comment lire la crise actuelle entre le Maroc et l'Espagne dans le contexte de l'accumulation de grandes incompréhensions entre les deux pays depuis longtemps? L'absence de dialogue direct entre les élites marocaines et espagnoles durant les 43 années de régime de protectorat, les 19 années de conflits liés à l'achèvement de l'intégrité territoriale entre le Maroc indépendant et le régime franquiste, et les 43 années de dragan, baisse avec l'Espagne démocratique, a créé un malentendu entre les côtés officiels et populaires, et donc l'émergence de nombreux problèmes liés au dossier en cours, dont le dernier était ce qui s'est passé il y a des mois. Sommes-nous destinés à transcender la géographie et à rester piégés dans le grand malentendu qui s'est formé avec l'histoire? On ne peut pas transcender la géographie, car le Maroc était avant l'histoire. La géographie est un fait fixe en place, et l'histoire change avec le temps. Pour cette raison, nous étions destinés à être voisins de 3 pays avec lesquels nous partageons des frontières géographiques, une longue histoire et une mémoire collective et historique commune. Au fil des événements, le Maroc a souvent cherché à tendre la main pour surmonter les blessures du passé. Il est vrai qu'il y a un malentendu au niveau officiel, mais au niveau des peuples il y a un dénominateur commun lié à la religion, la langue, la société, la culture et l'histoire, qui conduit à une convergence de vues pour surmonter le malentendu. Dans la crise actuelle se dessine une combinaison de complications qui se superposent. Comment l'historien lit-il les chemins de cette complexité? Il peut être lu dans le contexte d'un chevauchement historique, juridique, diplomatique, géographique, social, ethnique, mais surtout économique. La gauche et l'extrême droite espagnole se rencontrent dans le langage de l'eurocentrisme et du discours arrogant que laisse passer l'héritage colonial dans leur discours et leurs relations avec le Maroc. En tant qu'historien, comment lisez-vous cette lettre? N'est-il pas encore temps de se débarrasser de la vision coloniale des relations internationales pour les élites politiques espagnoles? Je ne pense pas qu'il y ait un discours arrogant espagnol envers le Maroc, étant donné que ce dernier est en Espagne depuis 8 siècles, contrairement aux 43 ans de présence de l'Espagne dans une zone d'influence au nord du Maroc, mais sa présence là-bas était à l'instigation de l'Angleterre sur la base des termes du traité franco-anglais de 1902, qui avait pour objectif de faire de cette sphère d'influence une zone tampon entre le protectorat français et la Chambre de Gibraltar, un lieu stratégiquement vital pour l'Angleterre.
C'est pourquoi l'Espagne se retrouvera soudainement un État colonial aux faibles capacités, puis sa présence au Maroc sera caractérisée par une faiblesse, que ce soit sur le plan militaire, économique, social et même culturel. Jusqu'à récemment, et précisément pendant le règne du général Franco, le niveau de vie du citoyen marocain était meilleur que celui du citoyen espagnol, ce qui renforçait ce stéréotype de l'espagnol nécessiteux, en particulier parmi les Espagnols qui ont fui au Maroc, pour échapper à la suivi du régime du général Franco, qui étaient pour la plupart des commerçants ambulants, errant dans les ruelles pour vendre diverses marchandises, notamment des robes. Par conséquent, l'espagnol prendra l'adjectif burqa dans le dictionnaire marocain. José María Aznar dit dans ses mémoires: quand les relations de Rabat et de Paris sont à Madrid, on a l'impression d'être entre les mâchoires de la tenaille. L'acteur politique espagnol n'a-t-il pas peur de perdre la position de premier partenaire commercial, Maroc, en faveur de la France ou peut-être d'autres pays? Quelle est l'insistance à reproduire une vision qui ne prend pas en compte les variables régionales et internationales? Certes, et c'est le cœur de la crise hispano-marocaine actuelle, lorsque l'Espagne a voulu faire pression sur le Maroc en se rapprochant de l'Algérie, qui a une position historique contre le premier enjeu national, la question du Sahara marocain, d'abord en détournant le gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne directement à Almeria, puis le Maroc reportera le projet le passage du gazoduc sur son sol, avec la conclusion d'un accord avec le Nigeria pour le passage de l'oléoduc le reliant à l'Europe à travers le Maroc. Deuxièmement, l'entrée clandestine du leader du Polisario Ibrahim Ghali sous prétexte de conditions humanitaires pour se faire soigner, avec un faux passeport algérien, et au nom d'un imposteur, Al-Arabi Ben Batouche. Troisièmement, à travers la position espagnole hostile à la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Pensez-vous que les deux pays peuvent nouer des relations de bon voisinage au vu de la présence de nombreux dossiers en instance qui ont un lien direct et indirect avec l'Espagne, Ceuta, Melilla, les îles Jafari occupées, le dossier du Sahara, détermination du droit maritime? Il y a des dossiers en instance entre le Maroc et l'Espagne, y compris ceux liés au droit international liant les parties espagnoles et marocaines, tels que le dossier du terrorisme transcontinental, le dossier de l'immigration secrète et le dossier du trafic de drogue, y compris celles liées à l'Union européenne, comme le dossier de la pêche maritime, y compris ce qui a une double nature, comme le dossier des frontières marocaines occupées, et le dossier du Sahara marocain. La question des frontières occupées se résoudra d'elle-même, lorsque ces villes et îles deviendront inutiles et pèseront sur le budget espagnol, surtout après que leur importance économique et stratégique s'est estompée, après l'ouverture des marchés libres marocains dans leurs environs, ce qui fragilise la vitalité de son activité commerciale. Le développement dans le domaine des technologies militaires, tels que les radars de surveillance, les satellites, les missiles balistiques et les drones, a rendu le statut juridique de ces sites des deux côtés de la Méditerranée sans importance stratégique. Qu'en est-il du dossier du Sahara marocain ? Concernant le dossier du Sahara marocain, on peut dire qu'il y a une différence entre la position officielle, qui s'appuie sur des décisions internationales, et la position populaire, qui se manifeste dans le nœud de conscience envers le peuple sahraoui, que l'Espagne a négligé. Détermination. Mais le sophisme est que l'opinion publique espagnole incarne le peuple sahraoui dans ceux qui se rassemblent à Tindouf, alors que les faits démographiques disent que les Sahraouis marocains sont présents sur leurs terres, et qu'ils sont majoritaires. Par conséquent, le résultat de cette confusion a été la confusion de la position officielle espagnole entre la position pragmatique liée aux intérêts vitaux de l'Espagne,
et la position politique partisane conforme à l'opinion publique populaire qui a fait surface lors des élections municipales et législatives, afin d'attirer les voix des électeurs. La délimitation des frontières maritimes est également une question épineuse. Comment ce problème a-t-il commencé ? En ce qui concerne la délimitation des limites des domaines maritimes, la base du problème remonte à la date du 3 décembre 1991, lorsque le sous-secrétaire du ministère espagnol des Affaires étrangères a annoncé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat que la question de délimitation des frontières des domaines maritimes avec les pays voisins est déterminée conformément aux traités internationaux, et en l'absence de ceci, le principe de l'équidistance est appliqué. Équidistance. Cependant, de la part du Maroc, il a jugé nécessaire d'adopter le principe de l'extension naturelle, en s'appuyant sur les thèses du professeur Abdelkader Lalou et du prince Moulay Abdellah, qui mettent l'accent sur la prise en compte des transformations géomorphologiques des côtes et des fonds de l'Atlantique océan face aux îles Canaries. En décembre 2000, le gouvernement du Parti populaire de droite accordera une licence à Repsol pour explorer le pétrole dans les frontières maritimes séparant les îles de Lanzarote et Fuerteventura et la côte ouest de l'océan Atlantique marocain, une mesure qui a conduit à la protestation du Maroc, puis la mise en place d'un comité mixte en janvier 2003 afin de délimiter les domaines maritimes séparant les côtes atlantiques des îles Canaries et leurs homologues marocaines. Selon la proposition espagnole, et comme il existe un problème de délimitation des domaines maritimes entre le Maroc et les îles Canaries, la méthode courante consiste à tracer une ligne droite entre autre que Cabo Guir et la pointe de Cabo Juby, et une autre ligne droite entre Ravkir Punta Stanford et le semi-cap Objedour Falso Cabo Bojador, qui dévie à l'ouest de la ligne de démarcation entre les domaines maritimes des deux pays. En parallèle, il fallait aborder le problème de la délimitation des frontières maritimes dans le détroit entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, notamment au vu de l'absence de reconnaissance espagnole de la souveraineté britannique sur Gibraltar, puis entre l'Espagne et le Maroc en ce qui concerne la souveraineté sur Ceuta. De manière générale, la proposition espagnole fondée sur le principe de l'équidistance est en faveur du Maroc, au vu d'affaires similaires à l'affaire hispano-marocaine, que la Cour internationale de justice a statué en faveur